Allez, mesdames et messieurs, Brouchim Habayim, donc Bezrat Hashem, ce soir, on va faire le deuxième volet du shiur de la semaine dernière. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les deux shiurim ne sont pas directement liés. Donc, ceux qui n'ont pas assisté au cours la semaine dernière, ils ne vont pas du tout être, dérangés par le cours de ce soir. Simplement, la semaine dernière, on a fait tout ce qui était cachérisation d'ustensiles, de vaisselle et de la cuisine. Je pense qu'on a réussi à tout quadriller et j'étais très content que tout le monde est sorti d'ici très clair. Vous pouvez également retrouver le cours sur YouTube. Ce soir, on va s'attaquer, si Dieu veut, donc à la dernière ligne droite de Pessah, c'est-à-dire, on va parler un petit peu de Shabbat Agadol, vu que c'est le Shabbat qui vient. On va parler essentiellement aussi de Bdikat Hametz, Biur Hametz. On va y arriver, si Dieu veut, donc mardi soir et mercredi matin. Et évidemment, on va essayer d'attaquer aussi le Seder pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, les points clés, Kazaït, les quantités de vin, qu'est-ce qu'on doit faire, les horaires, etc. Et Bezrat Hashem, on fait comme la semaine dernière, les questions, mes amis, qui vraiment concernent ce que je dis, avec plaisir, il faut comprendre. Les questions qui sont hors sujet, après le cours, vous savez que je suis là, je ne m'enfuis pas, donc il n'y aura aucun problème. Juste, je précise quelque chose avant de commencer, donc de parler de Shabbat Agadol. On a parlé la semaine dernière, tout ce qui est cachérisation. Ok, donc là, cette semaine, normalement, si vous êtes des personnes normales, vous allez commencer à rentrer votre vaisselle normalement de Pessah, sortir la vaisselle de Hametz, vous commencez à faire la cachérisation. Pourquoi je dis si vous êtes des personnes normales? Parce que bon, vu que la fête c'est mercredi soir, il va falloir commencer un petit peu à s'organiser, à cuisiner, etc. Donc on y est. Un point super important, c'est toujours, vous savez on dit que Pessah c'est la fête des minagim. Chacun ses coutumes. Moi je mange ça, moi je mange pas ça. Moi j'ai l'habitude de ça, moi j'ai l'habitude de ça, etc., etc. Quand même, malgré tout, n'oubliez pas une chose, le Hametz, c'est une chose. La poussière, ce n'est pas du Hametz. D'accord? Et comme ils disent les rabbanim, mesdames, la poussière n'est pas du Hametz, et vos maris et vos enfants ne sont pas le Korban Pessah. Donc ça, déjà, ça fait descendre un petit peu la tension d'un niveau. Deuxième chose qui est importante, très importante, ceux qui ne mangent pas de kitniot, tout ce qui est légumineux, donc les riz, les pois chiches, il y en a qui ne mangent pas non plus les petits pois, le maïs, il y en a vraiment pour toutes les sauces. N'oubliez pas une chose, les kitniot ne sont pas du Hametz. Je répète, les kitniot, les légumineuses, en aucun cas sont Hametz. Il y en a qui n'ont pas l'habitude d'en manger à Pessah, il n'y a aucun problème. Mais ça n'a pas un titre de Hametz. Pourquoi est-ce que je précise ça? C'est très simple. Demain, vous êtes invité chez un ami pendant Pessah. Vous savez que lui, c'est un bon Tunisien, par exemple. On sait que les Tunisiens, ils mangent du riz. Ok? Très bien. Tu vas te dire, bon, je sais que lui, évidemment, tout est caché, il n'y a pas de problème. On ne parle pas maintenant, est-ce que le type a fait son nettoyage de Pessah ou pas? On ne rentre pas dans ce genre de galère. Je vous dis la vérité. Quelqu'un, vous savez que Pessah, c'est comme ci, comme ça. Il n'y a pas de vexation. On va chez personne, on va chez soi à la maison, on ne prend pas de risque. Non, tu sais que le gars, il n'y a aucun problème. Le nettoyage, il a fait comme il faut. La vaisselle, il l'a changé. La viande, elle est halak. Il y a juste une question de kitniot. Ok? Alors, très important à savoir. Même si vous n'avez pas l'habitude de manger des kitniot, donc vous ne pouvez pas manger de kitniot, qu'on soit bien clair. C'est pas parce que tu vas chez un pote que tu prends ses minagim à lui, chacun avec ses minagim. Ah, la différence, c'est que même s'il a cuisiné du riz, et que par exemple il est dans un plat à côté de ce qu'il va te servir, c'est pas du Hametz. Tu peux pas dire, oh là là, oh bah boy, il y a du riz à table, moi j'ai l'habitude de manger du riz, simplement tu n'en manges pas. Ah ouais, mais tu vas me dire, mais attends, si ça se trouve, il a fait cuire le riz dans la marmite dans laquelle après il va faire cuire les boulettes. Ou la viande en tranche, j'en sais rien. J'ai le droit de manger ou pas? Oui. Bah oui. Oui, je répète, écoutez bien. Vous avez pris votre marmite, enfin pas vous, parce que à travers le nom, je vous comprends que vous ne mangez pas de riz. Ah voilà, alors vous allez chez une amie qui, elle, a l'habitude de manger du riz. Maintenant, elle a fait cuire du riz dans sa marmite. Ensuite, normalement, comme toute personne normale, elle va nettoyer un petit peu sa vaisselle. Ok? Ensuite, elle a fait cuire des boulettes dedans, il n'y a aucun problème. Vu que le riz n'est pas du Hametz, simplement vous ne mangez pas de riz, vous pouvez manger sans problème les boulettes qui ont été cuites dans cette marmite de riz. Si vous ne voulez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis là, halakha. Après, chacun fait avec ses khumrot personnels. Mais c'est-à-dire, allez, on attaque, mes amis, Bezrat Hashem, le vif du sujet. Alors, pareil, matzah ashira, pas matzah ashira. Grande discussion chaque année. Qu'est-ce que c'est la matzah ashira? C'est l'inverse de la matzah normale. Ça veut dire, la matzah, on m'entend à gauche? Oui. La matzah, c'est ce qu'on appelle l'echem roni. C'est du pain des pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi dedans? De la farine, de l'eau. C'est quoi matzah ashira, la matzah des riches? Parce qu'elle est faite avec autre chose que de l'eau, c'est-à-dire de l'orange, du vin, du jus de raisin. Donc ça, c'est quelque chose que... Qui est-ce qui pouvait se permettre de préparer des matzot avec des éléments, des matières premières aussi riches? C'était les riches.
Un pauvre, il va pas jeter du vin dans des matzahs. Si il a du vin, il va le garder pour le kidouche. Donc on appelle la matzah Ashira. Est-ce qu'on a le droit de manger de la matzah Ashira à Pessah? Réponse, bien sûr que oui. À condition que vous ayez une ashgacha en béton sur la matzah. Vous pouvez les consommer parce que la matzah Ashira, ce n'est pas du chametz. Pourquoi? Chazal disent Klal hu beyadenu. On a une grande règle dans nos mains. Écoutez bien, s'il vous plaît. De la farine qui est mélangée avec du jus de fruits ne pourra jamais fermenter. Ouais. Donc on ne peut jamais arriver à un problème de chametz. La seule chose qu'il peut avoir des fois, c'est qu'à force peut-être des fois de faire des matzot dans certaines usines, et des fois ils vont nettoyer, etc., vous savez, les passerelles, les endroits où on va faire, on a peur que peut-être là-bas il va y avoir des fois un peu d'eau qui va rester bloquée, et donc en fonction des farines ensuite qu'on va mettre pour faire les gâteaux, on risque d'avoir un problème. Mais en général, les bonnes usines avec une cache-route sérieuse, écoutez bien ce que je vous dis, ils nettoient tout au jus d'orange. Ils n'utilisent pas du tout d'eau. Donc on n'arrivera jamais à un problème de chametz en tant que fermentation. Donc je répète, est-ce que la matzah Ashira est autorisée? Oui. Est-ce que les gâteaux sont autorisés? Oui, à condition d'avoir une cache-route en béton dessus. Si c'est une cache-route que vous n'avez jamais entendu parler de l'année, et ça c'est le coup classique, vous connaissez ces trucs-là, vous allez faire vos courses, et il y en a peut-être, j'espère, qui ont le réflexe des fois, à part de regarder les dates de péremption sur les produits, et regarde déjà si c'est caché les Pessah. Et regardez, aujourd'hui encore, ça m'est arrivé. Faites, s'il vous plaît, très attention, surtout pendant cette semaine, où pas tous les magasins encore sont complètement organisés pour cacher les Pessah. Il y a du cacher les Pessah, et il y a beaucoup encore du produit Chametz. Pourquoi? Parce qu'on a encore une bonne semaine de Pessah, ils veulent faire du chiffre, ils ont le droit. Mais il y a un souci, c'est quoi? C'est que les séparations ne sont pas claires entre les produits Chametz et les produits cacher les Pessah. Et aujourd'hui, moi-même, j'ai fait des courses, et j'ai cherché des produits, et vous voyez, par exemple, un truc bête, plein de ketchup, cacher les Pessah, tu vois en dessous des mayonnaises, des moutardes, mais juste en dessous, tu te dis bon, c'est cacher les Pessah. Sauf que tu tournes le produit, le pot dans tous les sens, il n'y a pas un seul tampon, il y a marqué cacher les Pessah. Donc vous faites attention. Donc vous allez vérifier la date de péremption, c'est super. Vous allez vérifier si c'est cacher les Pessah, c'est bien, mais maintenant, qui a donné le tampon de cacher les Pessah? Je dis une bêtise. Tu n'as jamais vu le tampon, d'un coup tu vois le Rav Zingville de Honolulu. Ah, tu dis, sors d'où je suis là. Et tu vas dire, ouais, mais marqué, il y a un rabbin, il y a marqué Cacher les Pessah. Mais c'est qui? C'est qui? Non, je ne parle même pas de ce niveau, tu ne le connais pas. C'est comme un jour, j'ai rigolé. C'est une histoire qui est vraie en plus. Hein. Un jour, il y a. C'était qui ce rave? Un Talmid Chacham. Ah, j'ai oublié son nom, Mechila. Ça va me revenir. Un jour, il s'est fait inviter dans une ville et il avait besoin d'argent tout de suite parce qu'il voulait faire un emprunt pour payer quelque chose. Il est parti voir un juif. Ah, tu vois, un rabbin, quand même, il inspire un minimum confiance. Il dit, excuse-moi, Mechila, est-ce que tu pourrais me prêter telle somme, je paye quelque chose, dans 1 heure ou 2, même avec 2 témoins, je te rembourse le type. Il dit, je te connais pas. Je vais pas te prêter de l'oseille, je te connais pas. Qui me dit que tu vas pas t'enfuir, qui me dit que les 2 témoins, ils sont des gens honnêtes, je te prête pas. Bon, ok. 2-3 heures après, on amène un animal, il fallait faire la shrita. À l'époque, il n'y avait pas les bouchers, il n'y avait pas le machin, il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. Et là, le boucher, le chochet, il n'est pas là. D'un coup, on voit un rabbin, une barre, qu'est-ce qu'on lui demande? Vous, le religieux, vous savez peut-être ce chochet? Il dit, oui, je suis chochet. Alors, le même type, il lui dit, allez, Bechamod, faites-moi la shrita. Enfin, pas à lui, à l'animal, hein. Alors, le type, il lui dit, mais attendez une seconde. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas si je suis un rabbin sérieux ou pas sérieux. Comment vous pouvez me faire confiance pour la shrita? Peut-être que je ne sais pas la faire. Je dis, non, mais ça va, je vous fais confiance, vous allez être honnête, vous êtes un rabbin. Il dit, ah, regarde ça. Pour me prêter de l'argent, tu ne me fais pas confiance. Aval pour attention. Un savec, si peut-être je vais te faire manger un animal mal fait, mal shrité, donc c'est névélote ou très faute, sur ça tu me fais confiance. Regardez comment les gens aujourd'hui, malheureusement, même nous, on a du mal à savoir où il faut mettre la confiance. Encore une fois, le rabbin en question, peut-être qu'il peut être bien, mais on ne le connaît pas. Donc, il y a une cache-route inconnue au bataillon, on n'est pas prendre le risque pendant Pessah, donc on évite. Je vais répondre rapidement. Si tu vas dans les magasins sérieux, comme Ocheran, comme Rabbi Levi, Mehadrin, il y a un nouveau Rabbi Levi qui a ouvert à Natania qui est Mehadrin, c'est-à-dire toutes les ashgachot, elles sont top. Là, vous allez là-bas, ce sont vraiment des cache-rouillottes qui sont censées être très très bonnes. Bon, alors encore une fois, moi qui connais peut-être un peu mieux que vous les autres cache-rouillottes, je sais qu'il y a des choses que moi personnellement j'essaie d'éviter. Mais encore une fois, tu vas là-bas ça, mais quand tu vas dans une Macolette, ok, où toute l'année il y a de tout, tu connais pas qu'est-ce qui vend pas. Il y a du kasher, oui, parce qu'on est en Israël, des fois, mais moi, combien de fois, écoutez bien ce que je vous dis, les Kinder Bueno. Ok, écoutez bien ce que je vous dis. Il y a beaucoup de Kinder Bueno vendus avec une sorte de cache-route, qui a marqué pour ceux qui mangent Af4 à l'Avnochi, Oyupe, cache-route à Rabanout, il n'y a pas de problème. Sauf que très souvent,
dans les mêmes magasins, écoutez bien ce que je vous dis, il y a des stocks entiers de Kinder Bueno, et combien de fois j'ai remarqué, tu prends un Kinder Bueno, tu le retournes, il n'y a pas marqué cachère. Ils ont le même emballage. Exact. Sauf qu'il y en a qui sont cachères, et au-dessus, ils te vendent des pas cachères. Et quand je viens, je deviens fou, j'appelle le vendeur, je lui dis, dis-moi, c'est quoi ça? Il me dit, oui, mais ça, c'est pas pour des gens comme toi. Je dis, mais moi, des gens comme moi, de toute façon, j'en mange jamais. Mais les gens pas comme moi, comment ils savent que c'est pas cachère? Je dis, tu vas me faire croire que toi, tu es là à dire, attention, c'est cachère, pas cachère, je veux faire ton oseille. Donc, ça, je dis, rendez-moi un service, c'est Pessah. Évitez les petites macolettes, évitez les petits trucs comme ça. Non, vous allez dans du sérieux, vous allez dans du cachère, et normalement, 99,9%, il n'y a aucun souci. Et si jamais vous avez un doute, malgré tout, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez autour de vous. J'étais à Ocherat, ça parlait plus français qu'hébreu hier. D'accord? Et si vous avez un souci, je vous dis la vérité, appelez-moi, je ferai un plaisir. Vous avez compris? Donc vous avez un souci demain, je pense que la majorité de vous a mon numéro de téléphone, et vous pouvez me demander avec grand plaisir. Top. On va parler d'abord de Shabbat Hagadol. Comme ça, après, on va aller par Adraga. Donc, Shabbat Abba, et nous le Tova, ce sera paracha. Quel paracha on va lire? Tzav. Alors, dans 90% des cas, en général, Tzav, c'est le Shabbat Hagadol. Des fois, ça arrive que non, évidemment, quand on va avoir Adar et Adar, parce que c'est décalé. Sinon, Tzav, c'est le Shabbat Hagadol. Alors, un truc pratique à savoir. Quand vous allez Bezrat Hashem, vous retrouvez Shabbat. En général, à la fin de la Tina, vous tapez la bise à tout le monde. Ok? Vous embrassez tout le monde, vous dites à tout le monde plein de bonnes choses. Et vous vous souhaitez Shabbat Shalom. Le jour de Shabbat Hagadol, qu'est-ce qu'on se souhaite? Shabbat Hagadol Shalom. Je répète, en général on dit quoi? Shabbat Shalom. Le jour de Shabbat Hagadol, qu'est-ce qu'on dit? Shabbat Hagadol Shalom. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle ce Shabbat Shabbat Hagadol? Le grand Shabbat. Alors les dames vont dire, parce que ce Shabbat on est le plus crevé peut-être de l'année, parce qu'on est entré deux cuisines. Et là qui vont dire, non, c'est pas forcément à cause de ça. Il y a deux raisons. La première, c'est celle que peut-être vous avez le plus entendu parler, c'est que c'est en général le Shabbat où le Rav de la communauté, il fait une longue et grande dracha pour expliquer au maximum aux gens les halachot qui concernent, les halachot qui vont concerner Pessah. Donc nous, on a été intelligents, on a séparé sur 2 cours, on s'en sort. Mais il y a des fois des synagogues, peut-être ils ne sont pas organisés, peut-être que les gens ne sont pas venus. Et donc le Rav, il doit essayer, dans un minimum de temps, de distribuer un maximum de halachot. Donc on package d'ustensiles, et les questions, et Rav, et ma broche, et ma poêle, et mon poulet, et mon machin, qu'est-ce que je fais? Et ensuite la Bechirat Hametz, et ensuite... Donc comme c'est une grande dracha, et il y a beaucoup de gens qui viennent se réunir à la dracha, on appelle ça le Shabbat Hagadol. Ça, c'est ce que vous avez entendu parler. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, où ça remonte à l'époque de Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qui s'est passé, ce Shabbat en question? Alors il faut savoir qu'à l'époque de Yetziat Mitzrayim, le Shabbat le Pessah en question, il était tombé un jeudi. Ils sont sortis un jeudi de Mitzrayim. Le Shabbat d'avant, Akadosh Baruch Hu, il leur avait donné la mitzvah de quoi? De réserver un agneau pour le spécifier, le mettre de côté pour le Korban Pessah. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, c'est des esclaves, ils n'avaient pratiquement rien. Ils sont partis voir les Égyptiens, ils leur ont demandé de leur donner un agneau. D'accord? Maintenant, l'agneau, c'était qui pour les Égyptiens? C'est la divinité. C'était des dieux, vous le savez. Donc, vous allez faire quoi avec ça? Ah, bah, c'est ça, on va l'attacher au pied du lit, et arrivé le 14 soir, eh bon, on va en faire des grillades. Donc, déjà, ils n'étaient pas très contents. Il dit, mais attendez, mais pourquoi vous faites ça? Ah, il dit, ah oui, on a oublié autre chose. Après même avant, l'étape grillade, on va prendre le sang du Korban et on va en mettre badigeonner les linteaux, le poteau de la table. Pourquoi? Parce que Hachem il va passer, il va tuer tous les aînés des Égyptiens. Donc pour nous éviter à nous de mourir, il nous a demandé de mettre un signe distinctif à l'extérieur pour qu'on soit vivant. Maintenant, il balance ça comme ça aux Égyptiens. Maintenant les Égyptiens, premiers-nés, ils ont eu très peur. Ils sont partis voir Paro. Il dit, attends, t'as compris ce qui va se passer là d'ici jeudi? Nous tous, et toi y compris, parce que Paro était premier-né, on va mourir. On t'ordonne tout de suite de libérer les Juifs avant que cette Maca, elle va nous taper et qu'on va mourir. Est-ce qu'ils ont accepté? Non. Et il y a une guerre qui a éclaté entre les Égyptiens eux-mêmes, l'armée du pays, et les premiers. Ça vous rappelle quelque chose là-bas, dans certains pays en ce moment en guerre là-bas? Et donc ils ont commencé à se massacrer. Et c'est ça qui a marqué d'ailleurs dans la guerre, on va dire, les Makim Mitzrayim Bifrorehem. Que les Mitzrim ont été frappés
dans leurs aînés. Alors nous, on connaît que c'est la Makat Bechorot, sauf qu'on ne savait pas qu'aussi les Égyptiens, ils ont tué leurs aînés parce qu'ils voulaient libérer les Juifs pour ne pas mourir. Donc ils ont été massacrés. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les Mitzrim, quand ils ont vu qu'il y a eu cette guerre entre eux-mêmes à cause des Juifs, ils ont pris leurs épées, ils ont voulu tuer les Juifs. Et Hachem les a protégés et personne n'a pu être touché. Quand est-ce que tout ça, ça a eu lieu? Le Shabbat qui a précédé la sortie de Pessah. Et c'est pour ça qu'on appelle ce Shabbat Shabbat Hagadol, qui a eu Shabbat Gdolim Anissim. Il y a eu là-bas de très très grands miracles. Donc c'est pour ça qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui Shabbat Hagadol. Donc mes amis, vous penserez à moi cette semaine si Dieu Bezrat Hashem pendant ce temps-là. Alors, on arrive à l'essentiel. Bezrat Hashem, si on tient le coup d'ici là, qu'on arrive en un seul morceau. Alors je vous rappelle, avant de rentrer de parler de Dikat Hametz, n'oubliez pas les pouvoirs de vente. Très important de vendre votre Hametz. S'il vous plaît, rendez-vous service, n'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas, il y a tellement de choses à faire que des fois ça arrive qu'on oublie. Et je rappelle que la limite pour vendre c'est Khatsot. Après vous avez un gros problème pour vendre votre Hametz. Donc les pouvoirs de vente, soit vous les récupérez à la synagogue, soit aujourd'hui on prochainement en un clic. Vous avez toutes les plateformes au monde qui vous les mettent. Vous avez Torah Box, vous avez Idabrout, vous avez je ne sais pas combien aussi aujourd'hui de sites internet. Vous rentrez vos détails, tac, vous rendez votre Hametz et vous le faites. Vous pouvez le faire même dès maintenant, il n'y a aucun problème. Parce que la date de façon de la vente du Hametz, ce sera, donc comme vous le savez, le matin de la veille de Pessah. Donc ça c'est important. Super. Allez. Maintenant on arrive à la chôte. Bdikat Hametz. C'est quoi Bdikat Hametz? Vous savez que la veille au soir de Pessah, chaque maison juive se doit de chercher le Hametz qu'il y a chez elle. À partir de quand est-ce qu'on commence à faire Bdikat Hametz, mes amis? C'est à Kochavim, la sortie des étoiles. Alors, je précise pour ceux qui regarderont le cours, je parle uniquement des horaires, pour toutes les horaires que je vais citer plus tard dans le cours, uniquement de Natania. À Jérusalem, il faut regarder le calendrier. À Paris, à Marseille, à Hong Kong, en Guadeloupe, en Martinique, où vous voulez. Vous regardez vos calendriers, ok? Je parle à Natania, cette année, la Bdikat Hametz, on peut la commencer à partir de 19h36, 19h40. C'est le Zman de Tset HaKochavim. Yafé Meod. Vous ferez votre Arvit avant, c'est mieux. Kriyat Shema avant, pourquoi? Parce que Tadir, Ve'eno Tadir, Tadir Kodem. Quand vous avez deux mitzvot qui tombent en même temps, au même moment, il faut faire d'abord celle qu'on a l'habitude de faire avant celle qui est nouvelle. Donc, comment en général à la nuit on prie Arvit et Kriyat Shema? Vous ferez d'abord votre fila, ensuite vous enchaînez sur Tset HaKochavim. Est-ce qu'une femme est tenue de faire Bdikat Hametz? Oui, c'est des sages. Alors, oui, très bien. Vous avez l'obligation également de le faire. Donc évidemment, une femme qui est mariée, c'est son mari qui fait. Une femme qui est seule doit le faire aussi. Et par exemple, écoutez bien ce que je vous dis, il peut y avoir un autre cas de figure, votre mari est en déplacement. En plus, avec les galères qu'il y a avec les avions, il vous dit, prie pour que je rentre. Enfin, ça se trouve, lui, il sera content de pas arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit, prie pour que je rentre, mais vous savez qu'il ne sera pas à l'heure pour Bdikat Hametz. Alors la femme, elle fera la Bdika, elle fera la bracha, on va expliquer après ce que c'est. Par contre, quand elle va faire l'annulation du Hametz, on va dire expliquer aussi tout à l'heure, elle dira Kol Hametz, tout le Hametz qu'il y a dans la possession de mon mari. Pas dans ma possession, pourquoi? Parce que la Gemara dit Kol Mashekana Isha, Kana Baala. Tout ce qui appartient à une femme appartient en réalité à son mari. Je suis désolé. Je suis quelqu'un quand même qui est très féministe, mais il y a des règles dans la Torah. C'est pas un débat maintenant à ouvrir. Je vous dis ce que la halakha demande de faire. Donc si mesdames ça arrive, quand vous ferez l'annulation du Hametz, vous devrez dire à la fin, qu'on va expliquer également, tout Hametz qui se trouve dans la position de mon mari, je l'annule, etc., etc. Très bien. On continue. Il y a des questions pour l'instant ou ça va? Ça va. Alors, dans la demi-heure qui précède l'abdika, on ne fait pas les fous. Ça veut dire, il faut éviter de dormir. On ne va pas commencer une séouda. On ne va pas commencer à étudier, à aller à un cours de Torah. Et j'explique ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'on a peur, en fait, qu'on va passer le moment de l'abdika et qu'on va l'oublier. C'est pour ça que dormir, ou bien même étudier, vous savez, c'est prenant quand on rentre dedans et que vous aimez ce que vous faites, ça vous prend passer pendant 3-4 heures. Reposer, pas étudier, j'ai posé la tête une demi-heure, tu peux faire ta nuit. Donc tout ce que je dis maintenant qu'on ne peut pas faire, et même par exemple commencer une séouda, ça veut dire avec du pain, etc., tout ça vous ne pouvez pas, à condition qu'il y a peut-être un chômeur, un gardien. Par exemple, tu veux te reposer, tu dis à ta femme, regarde, l'abdication de demi-heure, réveille-moi dans une demi-heure. Si c'est ça, c'est bon. Manger, tu dis à ton pote, attention, tu m'arrêtes au moment de l'abdication à mettre, comme ça je n'oublie pas. Ok, je commence à étudier, il y a quelqu'un qui vient, tu dis attention que je ne m'oublie pas, tu viens, tu me rappelles l'abdication. Si c'est ça, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Le minag,
les 10 petits bouts de pain dans la maison. Alors on appelle ça ici Minag Israël, il n'y a aucun problème. On a tous l'habitude de prendre 10 bouts de pain. On emballe évidemment dans de l'alu pour pas que ça fasse des miettes. Et on va les cacher, etc. Alors, un truc important. L'abdikat Hametz, écoutez bien ce que je vous dis. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Je sais que c'est plus facile, je sais que ça prend du temps. Mais l'abdikat, c'est pas juste chercher les 10 bouts de pain que toi-même tu vas cacher. Oui. C'est pas ça l'abdikat Hametz. L'abdikat Hametz, c'est de passer toute la maison, et je pèse un peu mieux, au peigne fin. Ça veut dire, écoutez bien, ça prend du temps. Une personne qui fait l'abdikat en 2 minutes, il y a un vrai problème. Donc déjà, si tu es intelligent, c'est pas toi qui caches les 2 bouts de pain. C'est tes enfants, c'est ta femme. Et toi, tu vas me dire, pourquoi, vu que tu sais pas où ils sont, tu vas devoir retourner un petit peu à la maison pour les trouver. Donc, un conseil quand même, notez où ils sont les bouts de pain. Parce que combien de fois ça arrive, on arrive à dire, tu comptes, il y en a 9. Il est où le 10e? Qui a caché le 10e? Je sais pas, non, moi j'ai mis là, on ne sait plus. Bon, après, on fera annulation, après, on fera des choses, mais rentrez pas dans les galères. Ok? Donc, je répète, quels sont les endroits qui ont besoin de 10 Hametz à la maison? Absolument tous les endroits où on a l'habitude de rentrer du Hametz. Tous les endroits dans lesquels on a l'habitude de rentrer du Hametz. Si par exemple vous savez qu'il y a une pièce où jamais de l'année vous rentrez du Hametz là-bas, ni vous, ni votre mari, les enfants, ils n'ont pas accès, c'est pas une pièce qui a besoin de faire l'abdikat Hametz. Parce que l'abdikat, c'est pour chercher là où il y a du Hametz. Mais si c'est en général toutes les pièces, oui, des fois ça m'arrive, je prends un gâteau avec un café à côté pendant que je travaille au bureau, machin, ce que tu veux, vadaï que chaque pièce a besoin. Donc les armoires, les frigos, les choses comme ça. Il faut, regardez mes amis, les armoires, les chambres, sous les lits, surtout si vous avez des enfants, les petites cuisines des enfants où il y a leurs jouets, etc. Il faut tout chercher. Est-ce que c'est clair? Ok. Avant de faire l'abdika, quand on va arriver le moment, on prendra notre livre et on fera la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, ve'tzivanu al bi'ur chametz. Tu as entendu ce que j'ai dit? Je traduis. Je l'abra sur le fait que quoi? Hachem, je m'apprête maintenant à brûler le chametz. Attendez, stop. Je vais brûler quelque chose là? Non. Je vais faire quoi? Je vais le chercher. Je vais rien brûler. Le brûlage, c'est quand? C'est le lendemain matin. C'est quoi cette bracha alors que je fais? Pourquoi on ne fait pas à chaque échelle de nous al-bdika chametz? Réponse. Parce que toute la finalité de l'abdika, c'est le fait de l'annuler le lendemain. Au brûlage. D'ailleurs, écoutez bien ce que je vous dis. Une personne qui n'a pas fait le brûlage le lendemain, c'est comme si qui n'a pas fait de bdika chametz. Parce que l'une est liée forcément à l'autre. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour ça que même le soir, je dis la bracha de bi'ur chametz. Mes amis, quelque chose de très très important. Écoutez bien. Écoutez bien, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles parce que c'est important. Quand vous faites la bracha et que vous vous apprêtez à faire la bdika, si vous avez parlé entre le moment où vous avez fait la bracha et le moment où vous avez commencé à chercher le chametz, une parole futile qui n'est pas en rapport avec la bdika, écoutez bien ce que je vous dis, il faut refaire la bracha. Ça s'appelle pas bracha levatala? Non, parce que vous avez fait un vrai FSEC entre les deux et c'est pas bon. Je répète, si vous avez fait votre bracha, et que vous n'avez pas encore commencé, et que vous avez parlé pas en rapport avec la bdika chametz, parce qu'en général tu parles, il est où la nuit, elle est où la bougie, et il est où mon téléphone, vous êtes sûr que vous avez bien caché, ça fait partie de la bdika chametz. Mais si tu dis, dis-moi les grillades elles sont prêtes pour tout à l'heure là, dis-moi, sois sérieux, là attention il faudra refaire la bdika, la bracha. Par contre, si tu as commencé la bdika et que tu as parlé au milieu, tu ne referas pas la bracha. Est-ce que c'est clair? Mes amis, tout ça je me dis c'est très 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 important. Oui madame. Et si on n'a pas la possibilité de brûler le chametz, on peut le faire. Alors c'est très simple, ce que vous ferez, on va en parler aussi. Au lieu de le brûler, vous avez qu'à mettre dessus de la javel ou quelque chose qui va complètement le rendre immangeable. D'accord. Et ça s'appelle faire bi'ur chametz à tous les niveaux. Mais on va en parler. Non, parce il n'y a aucun souci. Quand tu fais bi'ur chametz, tu ne dois pas faire aussi chez Rianou. Oh là là, j'allais parler de ça. Oh, ben oui, ben oui. Ça décline. Ah, écoutez bien, on ne fait pas la bracha de Shirianu dans bdika chametz. Pourquoi? Alors, regardez, il y a 3 raisons. Je vais vous en donner 2 sur 3. Comme ça, on va aller vite. Elle est très bonne la question. Normalement, une mitzvah une fois par an. Ah, tu vas faire Shirianu. Bien sûr, tu vas faire Shirianu. Pourquoi là, tu ne fais pas? Écoutez bien pourquoi. Parce que une première raison, c'est quoi? C'est que la bracha qu'on va faire le lendemain chez Rianou dans le Kiddush de Pessah, ça acquitte également la bracha de bdika chametz. Premièrement. Deuxièmement, et là vous allez kiffer, c'est qu'on ne peut pas faire chez Rianou
sur une mitzvah dans laquelle ça nous fait un peu de peine. Pourquoi c'est un peu de peine? Parce que là, tu es en train de faire quoi? Petit 4 Hametz. Tu vas brûler ce qui te reste de Hametz, mais tu perds de l'oseille là. Le pain de mie, tu l'as pas fini, ça, tu l'as pas fini, ça, tu l'as pas fini. Il y en a qui vont donner, je sais pas, du whisky, il y en a ça. T'as mal au cœur, tu dis purée, un truc comme ça coûte 2000 shekels. Vous, je fais ça toute l'année. Donc, comme quelque part, on a un peu de peine de perdre de l'argent, on ne fait pas chez Rianou sur une mitzvah qui nous cause un peu de peine. D'ailleurs, écoutez bien ce que je vous dis, c'est également le cas sur, par exemple, des téfilines. Tu sais que sur des téfilines, on ne fait pas chez Rianou. Un bar mitzvah qui va mettre pour la première fois de sa vie des téfilines, il ne fera pas chez Rianou sur les téfilines. Il fera chez Rianou sur le talit. Mais pas sur les téfilines. Pourquoi? Parce que vu que c'est comment on arrivait à faire des lanières de téfilines avec la peau d'un animal, et on a fait la shrita, et que c'est un peu de peine de tuer un animal pour ça, on ne peut pas faire chez Rianou là-dessus. Ok? Donc je refais la parenthèse, bravo Léni pour ta question. Alors, à part la maison, on doit faire l'abdika. Qu'est-ce qu'il faut vérifier à part ça? Les voitures, les bureaux. L'aspirateur. On ne fait pas l'abdika Hametz dans l'aspirateur. Non. Tu nettoies l'aspirateur. Mais je vois où est-ce qu'on fait l'abdika Hametz. Ah, pardon. Alors je répète, tu as fait la bracha à la maison. Ok? Donc on se munit d'une bougie. Ou bien d'une lampe torche. C'est très bon aussi. Interdit de faire avec une torche, avec un grand feu. Pourquoi? C'est très simple. Écoutez bien ce que je vous dis. Vu que ça peut enflammer quelque chose, tu vas mal faire ta bdika. Or, il faut, la reine nous dit, écoutez bien, il faut chercher Bechorim ou Bezdakim dans les trous et dans les petites failles de la maison. C'est du temps. Je répète. Ah, tu dis, ouais, mais moi, j'en peux plus, je ne vais pas passer la nuit. Tu imagines? Dieu bénisse, j'ai un 200 mètres carrés à la maison, j'ai 4 étages. Hein? Soyez pas jaloux, hein, je vous dis dimension de chez moi. Dites amen, s'il vous plaît, dites amen. Merci. Vous êtes bien aidé, c'est pour tout le monde. Donc comment on fait? Écoutez bien, un balabaït, il peut faire un truc très simple. Il prend tous les membres de sa famille autour de lui. Écoutez bien, il réunit les membres de sa famille autour de lui. Il fait la bracha, c'est lui qui fait la bracha, c'est lui le balabaït. Al bi'u chametz. Les gens ils répondent amen, chacun il prend une petite bougie, et le papa il nomme chaliar chacun des membres de sa famille pour faire par exemple une pièce. Alors évidemment, vous n'allez pas choisir les plus petits qui ne savent rien faire. Vous prenez surtout aussi les plus consciencieux, parce que si vous avez qu'à la maison, il y en a 2 qui sont macpides, 2 qui n'ont rien à faire, ils vont te la faire comme ça rapide, c'est pas bien. Tu le vois que des fois ça arrive, tu arrives, tout le monde est trucs, tu vas faire une mitzvah, il y en a un qui a les boules maintenant. Il s'est énervé sur un truc, il s'est engueulé avec quelqu'un, tu vois qu'il est mcheneuf de la journée, lui tu sais que tu lui donnes un petit 4 il va te la faire en 5 secondes. Tu es intelligent. Donc tu prends les membres de ta famille, tu leur expliques que c'est important. Juste je répète quelque chose qui est important. Hein. Chametz she'avar alav pesach. Du chametz que tu auras gardé chez toi. Ou si jamais tu trouves du chametz que tu n'as peut-être pas vendu, que tu as oublié d'annuler, tu retrouves face à lui, c'est un issour de oraïta. Le chametz à Pessah, mes amis, c'est pas de la blague. Ça, je vous dis, prenez le temps de faire les choses comme il faut, on cachérise bien. Bon, ça, on a quadrillé la semaine dernière. On prend le temps de bien tout vérifier. Après, on va annuler, après, on va parler de vente, etc. etc. Ok? Donc, chacun prend une pièce de la maison. Il fait bien avec une bougie, il cherche dans les armoires, il fait attention de ne pas enflammer les costumes évidemment, et les robes de madame, ça va vous faire des vrais problèmes après. Ce que vous allez sortir dans les robes de madame, c'est plus cher que les hautes salles de la fête, que les dépenses de Pessah, je vous garantis. Une fois qu'on a tout fait et qu'on a trouvé donc 10 bouts de pain, après le balabaït, il se retrouve avec eux, et il fera donc, on va expliquer ce qu'on va dire après. Si maintenant, donc tu vas dire, j'ai fait la maison, qu'est-ce qui reste? La voiture. Chut, on parle pas. Moi je me rappelle quand on était petit, on faisait la bracha, on faisait la bdika hametz, on attendait à la maison. On se taisait, mon père il descendait, il allait vérifier la voiture, quand il revenait, on faisait donc l'annulation à la fin. Donc comprenez bien, c'est une bracha qui va englober plusieurs endroits. La maison, la voiture, ceux qui ont des bureaux, messieurs, qui travaillent au bureau toute l'année, et vous commandez là-bas l'oricache, et vous commandez les pizzas, et les falafels, les trucs, et du chametz gamour. Donc évidemment qu'il faut déjà nettoyer avant la fête, et il faudra faire la bdika hametz. Vous avez compris? Tu fais ta bracha à la maison, tu prends la voiture une fois qu'elle est vérifiée, tu vas au bureau, tu vérifies, avec la même bracha, tu ne parles pas de quelque chose qui ne concerne pas l'abdika. Sinon, comme on l'a dit, F-sec. Tu ne referas pas la bracha, on a dit si tu as commencé l'abdika, mais c'est un F-sec. Tu reviens à la fin, tu truc. Est-ce que c'est clair? Ok. Une petite précision. Tous les endroits sont censés passer l'abdika. On a dit maison, voiture, bureau. Maintenant, un truc qui arrive souvent. Si vous avez, Baruch Hashem, peut-être l'occasion d'être propriétaire de 2 maisons. Donc non seulement vous n'êtes pas locataire, vous avez votre maison, en plus ça, vous avez acheté une autre maison à louer aux gens. Baruch Hashem. Sur qui incombe l'abdika hametz? Sur le propriétaire ou sur le locataire? Alors, évidemment, si j'ai un locataire à l'instant T, c'est le locataire. Mais si le locataire il est parti avant Pessah. Alors écoutez bien, là la fin est simple. À Paris, si tu vas en voyage ou un truc. Alors,
Il est bon ce soir, il est en forme, hein, bon, après, bon, regarde, tu dis des choses vraies, mais je vais juste faire un peu d'ordre dans ce que tu dis. C'est pas magnifique cette jeunesse, mes amis. Elle est belle, hein. Franchement, quoi la cavote. Alors écoutez comment ça marche. Normalement, la mitzvah de Bdikat Hametz, elle accombe à une personne depuis 30 jours avant Pessah. Ça veut dire depuis Shushan Purim. Donc tu as fait ton Purim, tu étais dans le kiff, la fête, michté, gâteau, mishlochim. À partir du lendemain, tu as déjà le chiouf de Bdikat Hametz. Ok? Donc, si ton locataire, dans les 30 jours qui ont précédé Pessah, il était dans ta maison, parce que c'est la tienne, et que son bail, par exemple, il s'est fini une semaine après, ou 3 semaines avant Pessah, il rend les clés de la maison, c'est à toi que ça incombe de faire la Bdikat Hametz là-bas. Parce qu'il t'a rendu l'appartement dans le mois qui a précédé Pessah, dans le mois qui t'incombe à faire Bdikat Hametz dans tous les cas. Pourquoi on ne rend pas? Attendez, une seconde. Si par contre il t'a rendu les clés avant 30 jours avant Pessah, tu n'as pas d'obligation de faire là-bas la Bdikat Hametz. Pourquoi? Parce qu'au moment où c'est redevenu ta maison, il n'y a pas de triouf Bdika. Et comme le Hametz qui est là-bas, c'est pas à toi, et que même s'il a laissé quelque chose, écoutez bien, on a eu ce nidon aujourd'hui au collège. J'ai dit, attends, mais je comprends pas. Le type, ok, il est parti avant pourri, ok? Il m'a laissé là-bas des pâtes. Bon, évidemment, un mec normal, il envoie une société de nettoyage, même lui, il vient, il nettoie. Mais si quand tu dis, écoute, je sais pas ce qu'il y a là-bas, et qu'il t'a rendu les clés, je répète, 30 jours avant Pessah, c'est pas ton problème. Pourquoi? Parce qu'au moment où il t'a rendu les clés, il n'y avait pas de chova, d'obligation de Bdikat Hametz. Et que le Hametz qu'il a laissé, toi, t'en veux, t'en as jamais voulu. Donc ça ne t'a jamais appartenu. Donc c'est pas grave. Maintenant, évidemment, il y a ce que vous avez dit. Tu peux faire plus simple aussi. Si maintenant, ça c'est bien si ta maison elle est à Natania, mais si ta maison elle est à Paris, Voilà. et que toi tu es là, ou que par exemple, écoutez bien ce que je vous dis, tu es en déplacement avec ta femme, avec tes enfants, tu vas rentrer à Radé Pâquerette, il n'y a personne pour faire la bdika. Tu peux nommer un chaliar. Tu dis voilà, je te nomme chaliar. Tu vas faire la bdika dans ma maison avec bracha, sauf que quand tu vas annuler le Hametz, tu ne dis pas qu'il y a dans ma maison, dans la maison de monsieur Untel. Parce que ce n'est pas sa maison, c'est la maison de monsieur Untel. D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas de possibilité d'envoyer un chaliar dans la maison qui est à Paris ou qui est en Thaïlande, ou j'en sais rien où il est, tu ne vas pas envoyer un Thaï faire la bdika. C'est uniquement un juif qui peut faire. Pourquoi? Shlocho chez la dame Kemoto, celui qui peut faire, c'est uniquement celui qui a le même riour que toi. Donc, qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Si tu ne peux pas, etc., tu peux évidemment vendre la maison. Tu prends ton pouvoir de vente, le Beddin de Paris ou la Rabbanout de Natania ou de Tel Aviv, je vends la maison, adresse, etc. Les clés sont à tel endroit, et à ce moment-là, comme ça ne t'appartient plus, tu n'as plus de Rio de Bdikat Hametz. Donc, je continue sur cette parenthèse très importante. Si vous avez une pièce, écoutez bien le chidouche. On a dit qu'il faut faire normalement toute la maison Bdika. Mais s'il y a une pièce dans laquelle tu décides de ne pas rentrer pendant tout Pessah, et que tu veux même le stocker là-bas, du Hametz, du whisky, des choses comme ça. Je répète, est-ce qu'on a le droit de garder du Hametz à la maison? Oui et non. Non si ça vous appartient, oui si ça ne vous appartient pas. D'accord? Je répète. Est-ce qu'on a le droit de garder du Hametz chez soi? Oui. Si ça m'appartient, va dire que non. Si ça ne m'appartient pas, je peux à condition que je ne le vois pas et que je n'ai pas accès à lui. Mais si on l'a vendu. Et donc il ne m'appartient plus. Ah oui, tu as raison. Ben oui, vous avez compris? Ah, oui. Donc je répète. Alors regardez, vous couvrez, je répète. Si vous écoutez, vous allez comprendre. Du Hametz qui m'appartient, est-ce que j'ai le droit d'en posséder à Pessah? À Sourgamo, Triouf de Horaïta. Très bien. À partir du moment où il ne m'appartient plus, il n'est plus à moi. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle m'interdit? Elle m'interdit de posséder du Hametz, elle m'interdit de le voir, elle m'interdit de le consommer. À partir du moment où le Hametz ne m'appartient plus, d'accord, et que je ne le vois pas parce qu'il est emballé quelque part, il est dans un coin, dans une pièce fermée, dans un carton, une pièce fermée. Il y a un souci? Non. Il est dans un placard en hauteur, il y a marqué Hametz dessus. Il n'est pas à moi, il y a un problème? Non. La preuve, c'est quoi? Si, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous avez des travailleurs qui rentrent chez vous à Pessah, des peintres, un électricien, et qui n'est pas juif. Bon, même si c'est juif, il faudra des chefs qui ne mangent du pain, mais je préfère dire l'exemple d'un non-juif. Il rentre avec sa petite baguette. Ah oui. Alors évidemment, normalement, tu dis, monsieur, écoutez, gentil, regardez, chez nous c'est fait, tu laisses. Maintenant, tu n'as pas vu, il est rentré avec la baguette, il mange son petit crouton de pain. Ouais, vous avez vu les Français quand ils achètent le pain, comme ils disent à Marseille. Ils mangent comme ça le pain en marchant. Il est rentré avec, s'il y a un problème ou il n'y a pas un problème? Tant que ça ne touche pas tes marmites, il n'y a pas de bambette. Parce que le Hametz qui rentre dans la maison, c'est pas ton Hametz. T'énerve pas, il rentre, il sort, tu prends ton balai, tu le sors dehors, ça jamais ton Hametz, il n'y a pas de souci. Par contre, évidemment, il ne faudra jamais que ça rentre en contact avec ton repas. Parce que là, Hametz qui t'appartient ou pas, s'il y a du Hametz qui tombe dans ta cocotte, là, on est mal barré. Donc je continue. Si maintenant j'ai décidé qu'il y a des choses que j'ai pas où mettre, j'ai pas de Marsanne, il y a des choses de valeur que je peux pas jeter, d'accord? Il y a des whiskies qui sont chers, il y a des paquets entiers, je sais pas moi, de pâtes ou de farine, d'accord?
Et je répète, il faut faire attention à quelque chose. Le issour de Baltachrit, il est très important. Le issour de gaspillage. On ne jette pas des choses parce que c'est Pessah. On n'a pas le droit d'en posséder. Ça veut dire qu'on doit jeter des paquets entiers fermés, des choses qui se gardent. C'est péché, ça fait mal au cœur. Des whisky, des pâtes, des farines, je ne sais pas, des choses qui peuvent être Hametz Gamour. Vous faites quoi? Vous prenez un carton ou simplement vous désignez un placard. Vous mettez votre Hametz là-dedans. Attention, il ne faut pas qu'il soit accessible. Pourquoi? Les enfants vont un réflexe qui est oublié. Donc vous mettez le placard qui est un peu difficile d'accès. Il est facile d'accès malgré tout, tu n'as pas trouvé un placard qui est en hauteur, pas de problème, tu le scotches, tu mets écrit dessus Hametz vendu, ce n'est pas à moi. Tu mets tout là-bas, tu fais ton pouvoir de vente et à Kol Besséder. Ça, j'ai parlé d'un placard. Maintenant, écoutez bien. Vous avez carrément une pièce. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de Hametz là-bas et vous allez stocker du Hametz là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la porte à clé. Vous mettez la clé très loin. Vous marquerez dessus Hametz. Vous vendez la pièce. Vous n'êtes pas obligé de la vérifier le soir de l'abdicat Hametz. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cette pièce ne vous appartiendra plus le jour de Pessah. Donc vous avez bien compris. Le mot d'ordre, c'est quoi pour l'abdicat? Je vérifie ce qui va m'appartenir pendant la fête. Ce qui ne m'appartient plus pendant la fête, je n'ai pas l'obligation de vérifier parce que ça ne me concerne pas. Donc je dis un truc bizarre. Demain, vous décidez de vendre votre voiture à un non-juif pour Pessah, vous n'êtes pas tour de l'abdicat Hametz. Or, personne ne le fait. Parce que s'il y a bien un moment où on a besoin de la voiture, c'est pour la moitié pour sortir les enfants et la famille. Ok? Mais je sais pas, t'es feignant, tu dis le bureau, je ne vais pas travailler. D'accord? Je ne vais pas travailler, mais attention, hein. Quand vous avez vendu, interdiction de mettre les pieds là-bas. Vous vendez une pièce, vous vendez un bureau, vous vendez une maison pour Pessah parce que vous ne voulez pas la vérifier ou parce que je ne sais pas pour quelle raison, interdiction de mettre les pieds là-bas. Sinon, si vous dites, écoute, je ne sais pas, alors si tu ne sais pas, tu fais ton nettoyage, tu feras ta abdicat Hametz, il n'y a pas de Hametz là-bas, et tu rentres et tu sors autant que tu veux pendant la fête de Pessah. Est-ce que c'est clair? On a dit donc j'ai un chiyuv de abdicat, donc on a dit 30 jours avant. À partir de quand je peux faire la bracha? Uniquement le moment venu. Ça veut dire mardi soir, je fais la bracha. Mais si je fais l'abdicat avant parce que je vais être en déplacement, mais que je sais que je vais soit revenir pendant la fête, soit que je ne veux pas vendre ma maison, donc je ferai l'abdicat, mais sans bracha. Dans les 30 jours qui précèdent la fête, même l'avant-veille, c'est-à-dire si une personne quitte la maison lundi matin ou lundi soir ou mardi matin et veut faire sa abdika avant, parce qu'il doit faire l'abdika avant de partir, il la fera mais sans bracha. Il fait l'abdika, il fait l'annulation, kol chamira deka birchoti, merci, au revoir. Par contre, si vous partez de chez vous mardi soir ou mercredi matin, vous faites vos abdika comme il faut. Vous faites la bracha, vous prenez votre lampe, vous cherchez le Hametz dans toute la maison, vous faites l'annulation. Le lendemain, vous brûlerez votre Hametz, ou bien, comme on l'a dit, si vous n'avez pas accès à du feu, simplement, vous ouvrez vos aluminiums, on va en parler, vous mettrez dessus de la javel, comme ça devient immangeable, et vous avez fait ce qu'il faut. Donc, ensuite, une fois qu'on aura fait l'abdika, qu'est-ce qu'on devra dire, mes amis, écoutez bien. Kol chamira deika birchuti. Donc, je sais que pour la majorité des gens, ce texte que je suis en train de dire ne veut absolument rien dire. Donc, c'est très important de comprendre ce que vous comprenez quand vous annulez votre Hametz. C'est super important. Il faudra lire en français. Et ça consiste à dire quoi? Tout le vin, tout Hametz qui est en possession, que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas annulé, qui soit annulé et qui soit considéré comme la poussière de la terre. Je répète, si vous ne comprenez pas ce que vous avez dit, vous n'avez rien fait. Parce qu'il faut comprendre ce qu'on dit. C'est pas un texte de prière normal. Il faut comprendre ce qu'on dit. On a besoin du da'at pour annuler ce qu'on est en train de faire maintenant. On répétera le texte à 3 reprises. D'accord? Et à la fin, on rajoutera Velivtil, Veleve, Hefker, qui est Afra Dara. À la 3e fois, on rajoutera le mot Hefker, qui veut dire que ce Hametz appartient à qui veut le prendre, parce que je n'ai plus aucun rapport avec ça. C'est clair? Donc ce texte, on le dira le soir après l'abdicat Hametz, et on le répétera le lendemain matin, à quel moment? Quand on aura brûlé le Hametz. Alors je finis ensuite, je vais écouter votre question. Comment on brûle le Hametz? Alors déjà, il y a une heure limite. Le lendemain matin, je répète les horaires que je dis, ils sont uniquement pour la ville de Natania. On a un zman, ce qu'on appelle Achilat Hametz, et un zman de Hana'a. Il y a le moment où on ne peut plus consommer du Hametz, et le moment où on ne peut plus en profiter. Le temps, je vous donne une moyenne. Il y a un peu plus tôt, il y a un peu plus tard. Je vous donne une moyenne, je vous conseille vraiment de le suivre. On ne peut plus manger de Hametz à partir de mercredi matin, 10h08. 10h08, on ne mange plus de Hametz. Et on a encore à peu près une heure, un peu plus d'une heure, pour brûler le Hametz. On devra avoir fini de brûler notre Hametz
à 11h26. Donc dites-vous 11h20. Ça, vous prenez pas un truc, ok? Donc je répète, 10h08 mercredi matin, on mange plus de Hametz. 11h26, on aura brûlé notre Hametz. Comment je le brûle? De manière. Soit il y a des feux un petit peu comme ça, j'ai envie de dire communautaires, ils sont organisés. Vous amenez vos bouts de pain, tout le Hametz que vous avez, et attention, vous déballez les emballages d'aluminium ou toute chose qui peut faire écran. Pourquoi? Parce que si le Hametz n'est pas brûlé, il vous appartient encore. C'est un vrai problème. Vous n'avez pas brûlé votre Hametz. La Torah nous dit Tashbitu seor mi batechem. Il faut annuler, brûler, vraiment se dédouaner de tout Hametz qu'il y a dans la maison. Donc vous ouvrez les bouts de pain. Combien de fois je vois des gens qui jettent les bouts de pain dans l'aluminium, ça ne marche pas. L'aluminium, vous savez très bien que ça ne prend pas le feu. Donc le Hametz, il reste entier. Vous ouvrez, bon, pour rituel encore, ça brûle. Mais bon, ouvrez tout. Ouvrez tout. Vous ouvrez, vous jetez. Si vous n'avez pas possible d'avoir accès à du feu, vous ouvrez le bout de pain chez vous ou dans la rue, vous mettez dessus de la javel bien comme il faut, ça devient mangeable par un chien, c'est comme si vous l'avez brûlé. Mais encore une fois, il faut ouvrir les paquets. Et vous, une fois, écoutez bien ce que je dis, une fois que c'est brûlé, c'est pas vous jetez, vous répétez le paragraphe. Une fois que vous voyez que votre Hametz il a brûlé ou qu'il est maintenant dénaturé par des produits nocifs, à ce moment-là, vous reprendrez votre texte et vous répéterez à nouveau. Kol Chamira Deika Beshoti. Si on peut recevoir le livreur, s'il vous plaît. Kol Chamira Deika Beshoti. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'araméen, ce qui est la majorité des gens, vous le direz dans la langue que vous comprenez. Mais encore une fois, c'est important de le comprendre. Vous le répétez 3 fois et vous répétez Vilivier et Efker qui a Afradara. Vous avez fait ça, vous avez fini avec le Hametz. Allez, mes amis, on continue. On va essayer de rattacher maintenant d'attaquer avec le temps qu'il nous reste. Les points clés du CDR. La vérité, je ne pensais pas qu'on avait passé autant de temps sur ça, mais c'est pas grave. Si on a passé, c'est que c'était nécessaire. Et bien, au Hachem, les questions, elles sont là pour ça. Sinon, les rabbins, nous, on a juste à changer de métier. Alors, Tu veux faire quoi? oh, j'ai plein d'idées, si tu savais. Alors, mes amis, Achilat Matzah. Allez, mes amis, on reprend. Achilat Matzah. Alors, je ne sais pas d'où ça sort cette rumeur, mais les gens disent qu'on ne peut pas manger de matzah 30 jours avant Pessah. Alors, je ne sais pas d'où ça sort. Là, il y en a qui disent une semaine, si on dirait une vote aux enchères, qui dit mieux? Non, écoutez, le moment où on ne peut plus manger de matzah, et quand je dis matzah, je parle d'un goût qui a un goût de matzah. C'est-à-dire que la matzah ashira, on peut en manger. La matzah qui a un goût de matzah, on ne peut pas en manger uniquement à partir du lever du jour de la veille de Pessah, donc mercredi matin. Pas Chatzot, pas du tout. Je ne sais pas qui a dit Chatzot, non, c'est beaucoup plus tôt. Je répète, à partir de mercredi matin, à Alot HaShachar, au lever du jour, on ne peut plus manger de la matzah. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de renouveau du goût dans la bouche de la personne quand on va arriver au soir du Seder. Est-ce que je peux en manger avant? Oui. Par exemple, faire la Bdikat Hametz. Il y a plein de gens qui sont déjà dans Pessah, la Bdikat Hametz. Il y a ceux qui en sortent, qui en sont encore un peu affamés. Ils veulent la pita avec la merguez dedans. Et oui, je vous dis. Ils veulent la baguette. Ils veulent le truc. Bon, c'est compliqué, mais ils veulent le faire. Il a le droit. Il n'y a aucun problème. On a dit jusqu'à 10h08, tu manges ton Hametz. Non, tu me dis, écoute, rassera, la vaisselle, ma femme elle est électrique, les gosses ils vont courir, je vais devenir fou. Tu peux manger de la matzah normale, mais pas le lendemain matin. C'est clair? Donc ça c'est par rapport à la matzah. La matzah ashira, vous pouvez le manger. Attention, les ashkenazim n'ont pas l'habitude de manger de la matzah ashira. Je précise. Les ashkenazim n'ont pas l'habitude de manger de la ashira. Matzah ashira c'est de la matzah au vin, à l'orange, les gâteaux papoujanou, etc. Les ashkenazim ont cette khumra. Je répète, est-ce que pour nous les Sfardim c'est un problème? Aucun problème. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'en manger, parce qu'ils sont mahmirim, parce qu'ils mangent que de la matzah shmura, chacun fait son minag. La halacha, pour ceux qui ont l'habitude de manger, pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème de manger, donc on a dit, de la matzah ashira. Important avant que j'oublie, mes amis, même la matzah ashira, on ne pourra plus la manger à partir de à peu près 3h30, 3h15 mercredi. Pourquoi? Ce n'est pas une question de goût, là c'est une question qu'il faut arrêter de manger pour arriver avec de la place pour la Seder. On va arriver, il y a de la matzah, il y a du maror, il y a des verres de vin, etc. Qu'est-ce que je peux manger? Des fruits et des légumes sans problème. Des pommes de terre, je suis très sérieux. Oui. Ça, vous pouvez manger, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui va vous peser sur l'estomac. Je vais vous dire même mieux que ça, c'est même bien de faire un repas, même si vous mangez un peu tard, 3-4 heures, mangez un petit quelque chose qui vous tient le ventre, parce que le vin, quand on le boit, il faut pouvoir un petit peu encaisser. Ok, pareil pour la matzah. Donc je répète, la matzah le matin, vous pouvez manger de la matzah ashira. Donc on répète, c'est de la matzah au vin, à l'orange, en tout cas qui a un goût fruité. Ok, très bien. À partir d'à peu près 3h15, 3h, même la matzah ashira on enlève pour une question de place dans l'estomac. Est-ce que je peux manger des fruits? Est-ce que je peux manger des légumes? Oui, sans problème. Oui, David.
Tu vas parler de la cuisson des aliments ou pas? La cuisson, c'est-à-dire? Ben, les Constantinois, ils ont leur mot, les Tunisiens, on a le msouki. Ok, alors. À la fin, on met de la matzah. Ok. Ah, Alors, tu sais quoi, j'avais pas l'intention d'en parler, mais parce qu'il ouvre le truc, je vais en parler. Regardez. Ah, c'est important. Oui, aucun souci. Écoutez bien ce que je vous dis. On a klal hu beyadenu, dit Srazal. On a une règle dans la main. Que une matzah qui a cuite, elle ne peut pas recuire. Une matzah, une fois qu'elle a grillé, elle ne peut pas cuire. Elle ne peut pas changer. Donc je sais pas d'où c'est sorti pareil. Les gens disent non, mais à Pessah, on ne peut pas mettre de la matzah dans le bouillon parce qu'elle va recuire, parce qu'elle va fermenter. C'est pas vrai. Déjà, la Shulchan Aruch nous dit En bishul achar afia. Une fois que j'ai fait cuire quelque chose, je ne peux pas le recuire. Ça n'existe pas. La notion de cuisson après quelque chose qui est passé au four, ça n'existe pas. En bishul achar afia. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la matzah, une fois qu'elle a cuite, elle ne peut plus fermenter. Donc, il n'y a aucun problème de casser votre galette dans le truc. Bon, après, encore une fois, dire casser, émietter, il y en a qui vont casser avant la fête pour être un problème, mais vous pouvez très bien prendre votre matzah et la mettre dans le bouillon. Elle ne peut pas fermenter parce qu'elle a cuit. Allez, voilà, parce qu'elle a déjà été cuite. Allez, mes amis, j'avance. Là. Mesdames, ça vous concerne. Ou peut-être, messieurs, que ceux qui ont l'habitude d'allumer des bougies à la maison, veille de Shabbat ou veille de fête. Alors, vous savez qu'il y a deux écoles pour la bracha. Il y en a qui d'abord allument, ensuite font la bracha. Il y en a qui font la bracha et ensuite qu'ils allument. D'accord? Les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils font avant Shabbat? D'abord ils allument et après ils font la bracha de Shabbat. Oui. Et le Ben Ishraï dit, c'est comme ça. Pourquoi il dit? Parce qu'à partir du moment où tu as fait la bracha, la dik nershel Shabbat, tu as refait rentrer Shabbat. Comment tu vas allumer maintenant? Donc il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument les bougies, ils posent l'allumette et ils font la bracha de Shabbat. C'est un minag moutar. Ashkenazim ils font. Le Ben Ishraï dit de faire comme ça. Baba Salé, on m'a dit qu'il faisait comme ça. Et il y a les autres Faradim qui font non, on fait normal, on fait la bracha, après on allume. Ok, très bien, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, pour Yom Tov, tout le monde fera d'abord la bracha et après on allume. Même les Ashkenazim. Pourquoi? Parce que quel est en général le problème, on a dit, de faire la bracha et d'allumer, c'est que tu as fait la bracha, et hors Shabbat, tu ne peux pas allumer de feu. Comment tu vas allumer les bougies maintenant? Mais Yom Tov, étant donné que tu peux allumer à partir d'un feu existant pour tout le monde ce que tu peux cuire, donc là, les coulées alma, tu fais la bracha, la dik ner shel Yom Tov, et tu allumes tes bougies. Alors, mesdames, est-ce que vous allez faire chez Rianou? Oui, pour les jours. Non. 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 Bravo, parce que vous allez penser à vous acquitter pendant le shiren, vous allez faire au kidouche, Voilà, c'est ça. de vous acquitter également de l'allumage des bougies. Vous êtes rentré à la synagogue, on ne traîne pas pour commencer le seder. On ne traîne pas, s'il vous plaît. Mesdames, essayez d'être organisées. Messieurs, vous êtes invités à aider du maximum que vous pouvez. Et on ne traîne pas. Pourquoi on ne traîne pas? Par exemple, même si c'est tombé Shabbat, Pessah, on n'aurait pas fait Shalom Aleichem. On n'aurait pas fait Shetraï. Parce que c'est du temps qui passe. Les gens sont fatigués, les enfants, qui sont la clé de la soirée. C'est le point le plus important, ce sont les enfants. Mitzvah de Horaïta. Mesdames, de la même manière où vous avez la mitzvah, Tashbitu, Seor Mibatechem, d'annuler, de sortir tout le chametz de la maison. La mitzvah, tout ce que vous faites, c'est pour arriver à quel moment? Vigadeta Libincha. Et ça, c'est le papa. Tu dois raconter à ton fils qu'il fasse 1m80, qu'il ait 5 ans, qu'il ait 20 ans, tu as la mitzvah, Vigadeta Libincha. Alors, un truc intéressant. Si vous passez les fêtes en famille, donc il y a papy, papa et le petit-fils. Ok? Alors en général, qui va gérer le CDR? En général, c'est le grand-père. C'est le balabaït, on lui fait le kavod, etc. À moins qu'il te dise, vas-y mon fils, tu sais mieux que moi. Tu vas-y, ok. Maintenant, le grand-père qui raconte la mitzvah de Haggadah. Donc, il a quitté son fils. Mais le petit-fils, est-ce qu'il doit réécouter maintenant toutes les explications de son père Aouda sur la Haggadah? Non, pourquoi? Parce que les petits-enfants, c'est considéré comme les enfants du grand-père. D'ailleurs, vous le verrez, hein. C'est juste. Je pense même, on peut dire que les grands-parents, des fois, ils vont peut-être même plus aimer leurs petits-enfants que leurs enfants. Ah, moi, je vois la différence avec ma fille. Moi, tout ce que mon père il m'a dit non, ma fille, il dit oui. C'est comme ça. Donc, vous imaginez bien que quand la mitzvah, Bigata et Bincha, évidemment que même les petits-enfants, ils sont acquittés. Alors, hyper important, je vous en supplie, faites très, 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 très attention au Satan le soir de Pessah. Parce que ça ne va pas louper. Mes amis, écoutez bien. On est tous très fatigués. Qui dit fatigue dit nerf. On est nerveux. Moins de petites remarques, on démarre. Moins de petits trucs, on est énervé. Si vous mettez le kaas, la colère à la soir de Pessah, c'est pire que le Hametz. Et attention, ça ne va pas manquer. Ça va arriver, la table n'est pas mise. Écoutez bien. La abri au taïch. Il est sorti du cœur. Écoutez,
tu rentres de la synagogue, ta femme, tu dis, tu as toutes les consignes, tu as fait un truc, à l'ashkénaze, algérien, tu as tout écrit, les horaires, tu dois faire ça, ça, ça. Tu arrives, la table, elle est vide, ta femme, elle s'est endormie sur le canapé, elle s'est affalée. Ça, c'est chouette. Écoutez l'histoire avec le Rav Arouche. Il raconte qu'il avait un élève. Et donc, il leur a enseigné un peu Pessah, l'importance de Pessah, l'importance de ne pas se mettre en colère. Moche, il aura inculqué que le Ika du soir de Pessah, c'est quoi? C'est la Emouna. Maroc, c'est la Chaga Emouna. La fête de la Emouna, mes amis, c'est Pessah. Donc ça veut dire que tout ce qui arrive, c'est voulu de Dieu. C'est pas uniquement parce que tu as du travail, tu pas du travail. Ta femme, elle s'est endormie sur le fauteuil, c'est la volonté d'Hachem. Si on vivait comme ça toute l'année, on aurait un Shalom Bayit parfait. Mais comme on est des dbars et des brés à l'année, ça pète dans tous les sens. Donc il leur a dit, faites au moins attention que le soir de Pessah, ça se passe correctement. Le type, écoutez bien, il est parti à la synagogue avec des orotes, comme ça, il était bien positif. Il a fait cette fille-là, il a fait le Hallel. Mesdames, sachez également une chose très importante. Vous aussi, vous devez de faire le Hallel à la maison le soir de Pessah si vous n'allez pas à la synagogue. Vous devez dire le Hallel dans son entièreté le soir de Pessah. Je sais que vous ne le savez pas. Je sais que vous ne le faites pas, vous avez l'obligation de le faire le soir de Pessah. Vous prenez du temps, vous récitez votre Hallel. C'est clair? Ok, je referme la parenthèse. Quel jour, excusez-moi? Mercredi soir? Écrivez, il n'y a aucun souci. Prenez des notes. Mercredi soir. Il rentre de la synagogue, écoutez bien. En attendant, la pauvre, sa femme, elle voulait mettre la table, elle voulait être à l'heure. Dégâts des eaux à la maison. La maison, une piscine. Et elle, maintenant, évidemment, qui commence à paniquer, elle ne sait pas d'où elle vient. Mais mon mari, comment il va réagir? Comment si, comment ça? Elle commence à avoir peur. Je le connais, mon mari, il va arriver, il va tourner, chlep le Pessah. Sauf que lui, il a été drivé. Il arrive, Emouna. Il rentre dans la maison, il voit une piscine. Sa femme, déjà, chlep, elle a peur de la situation, elle voit son mari, elle ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il fait? Sa mère. Comment ça va? Il prend un magavin goubi, il commence lui aussi et il chante. Qui Hachem, Idbarach, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il ne comprend pas. Le regarde, il dit, mais il est fou. C'est pas mon mari. C'est pas mon mari. Maintenant, il vide l'eau. Lui, en attendant, il est calme. Donc quand tu es calme, tu gardes tes moyens. Quand tu pètes un câble, tu perds tes moyens. Il trouve l'endroit de l'eau. C'est quoi en fait? Les enfants, ils avaient allumé le tuyau de la machine à laver. Donc il a coupé l'eau. Déjà, on a arrêté la catra. 1 heure à sortir l'eau de la maison. 1 heure. Et il chante. Ma femme, qu'est-ce que tu es belle ce soir? Maintenant, elle est comme ça. Et il chante, il sort l'eau. Écoutez bien. Il commence le CDR 1h30 après tout le monde. Ils sont fatigués. C'est pas que pendant hier sont reposés, t'as sorti l'eau. Ils ont fait le CDR. Il a dit à son rab, j'ai jamais passé un CDR aussi beau de ma vie. Dans le shalom. Il a compris quoi? Que c'était son Isayon. C'était son épreuve. Non, il n'a pas loupé le satan. Hein. C'est pas, il a dit sa femme, elle a oublié de mettre l'eau salée au truc. Non, la maison, c'était une piscine. Donc, rappelez-vous, il y aura des missionnautes le soir de Pessah. Le petit va renverser le vin, il risque de casser un verre, il se dispute, c'est ma place, c'est ta place, c'est ma agada, c'est pas ta agada, tu me saoules, j'en ai marre, pourquoi il lui prend ma place? Il y aura des missionnautes. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais faire en sorte que tout se passe bien. Non, tu vas te préparer, tout se passe mal. Et tu arrives comme ça, tu es blindé. Vous avez compris? Parce que si vous êtes, je vous répète, en colère le soir de Pessah, on n'a rien gagné. Tov. Mes amis, on va boire ce soir-là 4 verres de vin. Alors, je précise tout de suite. Ceux qui ont du mal avec le vin, aucun problème, prenez du jus de raisin. Non seulement c'est aucun problème, mais il faut. Parce que si vous êtes sous ce soir de Pessah et que tu t'énerves, ou que tu t'endors, d'accord? Ou que ça te fasse mal au ventre et que tu es dérangé, elle est où la mitzvah? Il n'y a aucune mitzvah, d'accord? Donc ceux qui tiennent le vin, prenez du vin. Vous voyez, il y a le vin parce que ça rappelle Korban Pessah, le sang, et le Dam Mila, ce sont grâce à ces 2 mitzvot-là qu'on a été libérés d'Égypte. Le Korban Pessah et la Brit Mila. D'accord? Ceux qui ont du mal avec le vin, qui savent qu'ils ne supportent pas ou qui risquent de s'endormir ou d'avoir mal au ventre, vous passez les khatrila, il faut passer au jus de raisin pour être éveillé. Combien de verres de vin on va boire ou de jus de raisin? 4. La quantité, mes amis, 81 millilitres. La quantité, c'est 81 millilitres, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Ne faites pas les khumrot, je vous en supplie. C'est ce qu'on appelle révi'it. Un révi'it, c'est 81 millilitres. Ne faites pas de khumrot à vous prendre des verres de bière, là, ou des verres qui font un demi-litre parce que c'est un beau verre, parce que c'est un verre de vin. Vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. C'est impossible de tenir 4 verres de vin, surtout les 2 premiers, on est à jeun. C'est impossible de faire comme ça. Pas de khumrot, s'il vous plaît, c'est très important. On aura 4 verres à boire. 81 millilitres, vous allez à Ocherat dans des endroits-là, ils vous vendent déjà maintenant ce qu'on appelle les verres du Révi'it, sont pratiquement vraiment, ils sont presque au niveau qu'il faut, donc vous prenez ça et vous passez tranquillement votre CDR. Donc le premier verre, on va le remplir donc pour Kidouche, n'est-ce pas? Premier verre, on fera donc le Kidouche avec, chacun devra avoir un verre devant lui, le lever,
répondre au kiddush amen du balabait, et ensuite on va le boire. Comment on le boit? La coudée. Gauche. Le premier ou tous? Tous. Tous les verres de vin de suivi. Attention, si vous ne le faites pas, vous devez recommencer. Une personne qui, écoutez bien, une personne qui aura bu son vin ou mangé les casétotes de matzah, pas accoudé, il faut recommencer à couder. Mesdames, vous serez exemptées, vous. Mesdames, vous serez exemptées de recommencer si vous avez de vous accouder. Je ne rentre pas maintenant le pourquoi du comment, juste voilà, maintenant je lance des bombes. Messieurs, si vous avez oublié de vous accouder, vous devez recommencer. Donc ne vous oubliez pas, s'il vous plaît. D'accord? Donc la quantité, on l'a dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après Kadesh? On a Uchatz. C'est quoi Uchatz? C'est se laver les mains sans bénédiction. On va se laver les mains. Pourquoi? Parce qu'après on a Karpas. J'explique. On va prendre le céleri qu'on va trouver dans de l'eau salée. Et alors, ça me fait une belle jambe? Pas du tout. Il y a une halakha toute l'année que personne ne sait qu'on fait caper ça. C'est que Kol Davar Shetibulo Bemashke, ça veut dire Netilat Yadayim. Toute chose qu'on va tremper dans 7 liquides, ce qu'on appelle Yad Shachadam, le vin, le miel, le lait, la rosée, l'eau. Il y en a encore 2, l'huile, et il y en a encore un dernier qui m'échappe, il va peut-être me revenir. Le sang, bravo madame. Vu que toute l'année, on doit faire attention quand on va tremper des aliments dans de l'eau ou dans un liquide qui nécessite une étila, il faut absolument faire l'étila tzadai. Donc vu que là on va tremper le karpas dans de l'eau salée et que nos doigts risquent de toucher le liquide, on doit faire une étila pour ne pas avoir de la touma sur les mains et de rendre impur l'eau, etc., etc. Donc on fait l'étila sans bracha. On fera en sorte quand même de ne pas parler, c'est mieux. Combien je prends de quantité de karpas? Moins que kazaït. Ça veut dire moins de 27 grammes. Et comme le Rambam il dit Maïmonide que le kazaït est 18 grammes, on prendra même moins que 18 grammes. Vous prenez maximum 15 grammes de karpas. Comment je vais faire pour savoir? Eh bien, tiens, intelligent, avant le seder, le mercredi, messieurs, si vous n'avez rien à faire de vos journées, vous allez préparer toutes les quantités nécessaires au seder. Il faudra préparer, donc on a dit les petits verres de vin, vérifier qu'il y a bien la quantité qu'on a besoin. On préparera par personne 15 grammes de karpas. Qu'est-ce qu'on doit préparer d'autre? 4 fois des kazaïtes de matzah et 2 fois des kazaïtes de maror, d'herbes amères, donc la chassa, salade verte, etc. Je répète, on prépare 15 grammes par personne de karpas, de céleri. Donc selon le nombre d'invités que vous allez avoir ce soir-là. On préparera 4 fois 27 grammes de matzah pour chaque invité, qu'on va manger une fois pour le motzi, matzah pour le sandwich et pour la ficomade. Et ensuite, on préparera également, on a dit, 2 kazaïtes de maror, de salade amère, une fois pour le maror et une fois qu'on mettra également dans le sandwich. Combien c'est la quantité, on a dit, de kazaït? 27 grammes par personne, d'accord? C'est mieux de prémettre un peu plus. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Pour la matzah, faites 30 grammes. Pourquoi 30 grammes? Parce qu'il faut manger 27 grammes. Or, il y a toujours des morceaux qui restent collés entre les dents, entre les gencives. Donc, très facilement, tu perds le chiot. Donc, arrondi de 3 grammes, c'est sûr que ça va tuer personne. Le mal de ventre, si tu l'as, tu l'auras de toute façon. D'accord? Ok. Donc, on trempera notre karpas dans l'eau salée et on va le manger. Quand on fera Boré Peria Adama dessus, écoutez bien ce que je vous dis parce qu'il faut faire une bracha. Tu as fait qui douche, mais maintenant tu fais les brachot parce que tu n'as pas fait motzi, donc tu dois faire la bracha sur ce que tu manges. Tu fais Boré Peria Adama, écoutez bien, vous pensez à quitter le karpas et le maror que vous mangerez plus tard dans le seder qui est également Adama. Ok? Je continue. On arrive à Yachatz. Là, on coupe la matzah. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la matzah du centre. Je la coupe en 2. Alors là, chacun avec ses habitudes, à l'akbar, les trucs là, chacun avec ses mots en arabe. C'est extraordinaire. Vous la coupez. La grande partie, vous la gardez pour la ficomane. Donc, vous la sortez de la table ou bien simplement vous la mettez sous la nappe. Ok? C'est pas grave. Chacun avec ses habitudes. Et la petite partie, vous la remettez dans le plateau, entre les deux matzot, au milieu de là où elle était. Pourquoi est-ce qu'on cache la ficomane? Alors, le truc qui est tout simple déjà, c'est que c'est pour faire en sorte que les enfants ils vont rester réveillés jusqu'à la fin du seder. Tu dis quoi? Celui qui trouve la matzah, la ficomane, il aura un cadeau. Alors pareil, les cadeaux, chacun varie selon son portefeuille. Il y en a, c'est un vélo, d'autres aujourd'hui, c'est une tablette de chocolat. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est quoi? C'est que les enfants, ils vont être réveillés pour trouver la ficomane. Une petite histoire qui est de folie. On raconte une histoire sur un Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Nathan Eibishitz. Très très grand Talmid Chacham. C'est Rav Ovadia qui raconte cette histoire. Écoutez bien. Il dit que quand il était petit, il savait très bien que la ficomane, c'est un truc important. T'as pas fait la ficomane, t'as pas fait ton seder. Il y a un vrai problème, il manque quelque chose dans ton seder. Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la ficomane et il l'a mis sous la nappe. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que son père ne regardait pas, il a pris la ficomane
et il a caché quelque part. Tout le Seder, il se passe. On arrive à la fin du Seder, le père il va prendre la ficomane, il comprend que le petit Jonathan, il est passé par là. Il me dit, mon fils, t'en as la ficomane? Il dit, ben non, cherche-la. Le père, moi, il joue le jeu, il cherche, maintenant il voit que, attention, je vous rappelle qu'il faut manger la ficomane avant Khatsot. Khatsot, ce sera Bezrat Hashem vers minuit 45. Vu que n'oubliez pas que cette semaine, on va passer à l'heure d'été. Donc on va être décalé d'une heure. Et ouais. Donc il faudra manger la ficomane avant 1h moins le quart du matin. En général, je pense qu'on y arrive. Ok? Il cache la ficomane. Le père, il va cracher il dit, mais j'ai bien la ficomane. Il lui dit quoi? Je suis prêt à te dévoiler où elle est, uniquement à condition que tu me promets que tu m'achètes un nouveau costume après la fête. Écoutez bien. Le père, il n'a pas le choix. Il voit que le petit ne va pas lâcher le morceau. Il dit, ok, Kibalta, viens là, sors-moi la ficomane. Il lui sort la ficomane. Écoutez bien comment le père aussi, il est malin. Il va pour donner maintenant un morceau de la ficomane à chacun. Donc évidemment, en général, tu n'as pas assez de kazaï, tu n'as pas 27 grammes dans la moitié. Donc tu vas compléter avec une autre matzah de la boîte. On va en parler aussi. Et au moment où il doit donner à son fils, il ne lui donne pas la ficomane. Il lui dit, moi. Il dit, je t'en donne uniquement à condition que tu me libères de ma promesse que je t'ai faite. C'est ce qu'il fait le petit. Il fait, ah ouais? Il sort de sa poche un morceau de la ficomane. Il dit, papa, tu crois que je t'ai pas vu venir? Et hop, il mange la ficomane. Excellent. Elle est bonne ou pas? Ça, c'est une belle histoire à raconter le soir du Seder. Ok, donc pour vous dire l'importance de la ficomane, il faut que tout le monde la mange et que il faut la manger avant Khatzot. Bon, mes amis, je passe un peu à l'Armania, etc. Chacun avec ses minagim. On dévoile, on enlève le plateau, on remet le plateau. Pourquoi? Ça rime à rien. C'est uniquement, entre guillemets, pour réveiller le question des enfants. Pourquoi tu veux le plateau? On n'a pas fini? Pourquoi tu fais ça? Ah, t'as posé une question, t'as gagné quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça, aujourd'hui, je vous donne un conseil. Vous faites Kadesh, vous faites Ukhat, vous avez fait le Kiddush, etc. Donnez des bonbons à vos enfants. Pourquoi? Un enfant, quand il vient un bonbon, un dessert, qu'est-ce que tu lui dis? Si tu manges le repas, à la fin, tu auras un dessert et des bonbons. Là, tu inverses. Avant le repas, tu donnes des bonbons. Qu'est-ce qu'il va faire le gosse? Il y a un bug là. Il va te dire, mais pourquoi tu me donnes des bonbons? Tu as accompli la mitzvah que ton enfant il doit te poser des questions le soir du Seder. Vous avez compris? Faites tout ce que vous pouvez pour éveiller la curiosité de vos enfants. Moi, je connais des gens, des génies. Ils font des tilas, ils font machin, ils sortent, ils se déguisent, ils sortent de la chambre. Oh, les enfants, papa, mais c'est pas pour rire. Pourquoi tu fais ça? Il faut éveiller le questionnement des enfants, c'est très important. Donc, il y en a qui font plein de choses, ok? Donc, à l'Achmania, vous remplacez votre deuxième verre, etc. Vous ne buvez pas encore. Ça, on le boira, donc on l'a dit. À la fin de Magil, vous avez déjà fait donc pour repérer Geffen, vous mettez à côté et vous buvez votre verre. Très bien. Maintenant, j'arrive à Netilat Yadayim pour passer la matzah. Donc, on l'a dit, on devra manger, à partir de ce moment-là, 4 kazaïd de matzah. Donc, 4 fois, je répète, 27 grammes. Comment vous faites motzi? Vous prenez vos 3 matzot. Donc, les 2 qui sont entières et celle du milieu qui est cassée. Coupée en 2. Vous prenez les 3 matzot. Hamotzi lechem minaretz. Hamotzi lechem, oui, la matzah c'est du pain, sauf qu'il n'a pas fermenté. Ok. Vous lâchez la matzah du dessous. Vous gardez que celle au-dessus et la moitié. Et vous continuez la deuxième matzah, à l'achilat matzah. Ok? Donc, la dernière matzah, vous la laissez tranquille, vous ne la touchez pas. Vous prenez votre matzah entière du dessus et la matzah du milieu qui a été donc coupée. Vous, le Baal Habayit, vous coupez un kazaït entier de ces matzot-là. Donc 27 grammes et 27 grammes. Pour les autres, il n'en restera pas. Donc vous donnez un petit bout à chacun de ces 2 matzot et vous complétez avec vos boîtes de matzah. Je répète, laquelle matzah on utilise? Avodat Yad, la matzah, mes amis, qui est ronde, qui est faite à la main. Pas la carré machine, mais encore moins la bienfaisante, etc. Évidemment, je suis moi, mais je précise. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je travaillais dans des magasins cachers pour me faire un peu d'argent. Les gens, ils rentraient. Ils demandaient, elle est où la galette pour la prière? Je leur montrais la boîte. Ils disaient, non, c'est pas ça. La boîte, elle est bleue. Il y a une menorah dessus. Je compris qu'il y avait de la bienfaisante, la galette au vin et à l'orange. On n'est pas yotse avec ça. La mitzvah, c'est il faut un goût de matzah. Matzah à l'eau. D'accord? Et donc, très important aussi, c'est mieux de prendre shmura. D'accord? Donc, vous allez voir dans le commerce, ça se vend partout, etc. Donc, je répète, première matzah et la matzah du milieu. Pour le Baal Habayit, pour ceux qui animent le Seder, il se prend pour lui un kazaït de ses matzot. Pour le reste, un petit bout chacun. Par contre, il complétera un kazaït pour le motzi, un kazaït pour la matzah, avec les autres matzot. Donc ça, je vous précise, soyez organisé, préparez avant la fête. Tout dans les petits sachets, c'est pesé, c'est plié. Chacun a son petit sachet devant lui. Juste, vous donnerez un petit bout de matzah de ce que vous aurez coupé. Mais c'est d'air, on continue. Important, la matzah à ce moment-là, il ne faut pas la mélanger avec quelque chose, ni mayonnaise. Pourquoi? Parce qu'il va avoir le goût de la matzah. D'accord? Une personne âgée qui aurait du mal, ok, lui pourra humidifier avec quelque chose, etc. Parce qu'il a du mal à avaler ou un enfant, mais un adulte qui est en bonne santé, il doit garder la matzah. Si vous avez oublié de vous accouder, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Les
Messieurs, vous recommencez, mais vous ne refaites pas la bracha. D'accord? Allez, on continue. Donc là, on a fait motzi matzah. Maintenant, maror, l'herbe amère. On prend de l'herbe et on va la tremper dans de la charoset. Alors, soit vous l'achetez, soit vous la faites, chacun avec ses minagim. Pourquoi la charoset? Parce que c'est quelque chose qui est un peu lourd comme ça et ça fait rappeler le ciment, le mortier qu'on utilisait en Égypte et c'est pour ça qu'on le fait. Alors, important aussi, attention, très important. Il faut que la salade elle ait un goût d'amer. Donc, vous ne mettez pas une tonne de salade, de charoset dans la salade. Vous mettez un petit peu, s'il y a beaucoup, vous secouez. Il faut manger, il faut sentir l'amertume que Chas Shalom, nos avot, et nous aussi on a vécu à l'époque, d'accord? Est-ce qu'on refait Adama sur le maror? Non, pourquoi? Parce que j'ai déjà fait sur le Karpas tout à l'heure. Super. Je continue. Korech, le sandwich. Aouda, un kazaïd de matzah avec un kazaïd de maror. Donc pareil, le maror, on a dit c'est un kazaïd, c'est 28 grammes de salade. Là, je refais mon sandwich avec un kazaïd de matzah, avec, comme on a dit également tout à l'heure, avec quoi on va faire ça? C'est facile, le sandwich. Avec la matzah qu'on a laissée entière. On rappelle la troisième matzah qu'on n'a pas utilisée. Là, pour le sandwich, on la prend. Pareil, le balabait, il se dégage un kazaïd pour lui. Et le reste, il va partager avec les gens de la maison. Évidemment, comme il a passé, on a dit on complète avec des galettes de la boîte. Ok? C'est à ce moment-là qu'on utilise la troisième matzah. C'est clair? Donc, on mettra un kazaïd de matzah, un kazaïd de maror d'herbe amère, avec un petit peu, encore une fois, de charoset. Alors maintenant, une personne qui a du mal à manger 27 grammes, une personne âgée, quelqu'un qui, je sais pas, il sature, il n'arrive plus. Vous pouvez, Bédiavad, manger 18 grammes. Parce que comme on l'a dit, 18 grammes, selon le Rambam, c'est la quantité qui est aussi un kazaïd. Nous, on fait 27 grammes, et celui qui a du mal, au lieu de rien manger, ou de s'étouffer, et de ne pas réussir à tenir jusqu'au bout, il pourra manger à ce moment-là 18 grammes. Alors, très important, après le sandwich, on passe au repas, n'est-ce pas? Faire attention, même si vous avez très faim d'un vrai repas, parce qu'entre les verres de vin, la matzah, l'herbe amère, la charoset, j'en peux plus, vous allez arriver aux boulettes, vous allez arriver au bon plat. Qu'est-ce qu'il y a après le repas? La ficomane. Il y a encore le dernier kazaïd de matzah qui nous attend, donc laissez de la place dans votre estomac pour la matzah, parce que si vous n'avez pas de place et vous forcez à la manger, c'est pas une mitzvah, c'est achila gassa. On dirait que tu te goinfres, tu es en train de goinfrer comme un animal, donc tout ça, ce sera pas bon, donc il faudra penser à ça. Ok? Alors, important, ça je prends le temps. Est-ce qu'on peut manger de la viande grillée ou pas le soir de Pessah? Alors écoutez bien, il y en a qui ont l'habitude de manger de la viande grillée le soir de Pessah. Il y en a qui ont l'habitude de manger de la viande grillée le soir du Pessah. Alors, c'est ça que je commence par la fin. Même ceux, écoutez bien mesdames, qui auraient l'habitude de manger de la viande grillée le soir de Pessah, ils ne pourront pas manger l'os d'agneau qu'il y a sur le CDR s'il a été grillé. Vadaï que non. Pourquoi? Parce qu'il ne faut rien manger quelque chose qui fait rappeler le Corban Pessah, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas manger ce Corban Pessah vu qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Donc si toi maintenant tu prends un agneau qu'on a porté le soir de Pessah et que tu le fais griller et que tu manges en pensant que c'est Corban Pessah, c'est interdit. Comme si tu amené un Corban Chas v'Shalom, on ne peut pas faire un truc comme ça. Donc l'os grillé, si c'est de l'agneau, interdiction de le manger, même pour ceux qui ont l'habitude de manger de la viande grillée le soir de Pessah. Je continue. Une seconde. Ceux qui ont l'habitude de manger de la viande grillée le soir de Pessah, du poulet grillé, de la viande grillée, ils peuvent manger? Oui. Il n'y a aucun problème. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ils ne peuvent pas en manger. Maintenant, même ceux qui n'ont pas l'habitude de manger de la viande grillée, vous pouvez faire de la viande grillée et ensuite la manger si elle a été cuite suite à la cuisson. Parce que quand vous le mangez, vous n'avez plus de goût de grillé. Il y a un goût maintenant d'eau, de sauce, etc. D'accord? Donc ça, ce sont les deux écoles. Je continue. Mes amis, il faudra absolument essayer de faire le halal et manger la ficomane avant Chatzot Laïla. Si je répète, les horaires pour Natania, c'est à quelle heure? Minuit, à peu près 45. Minuit 40. Regardez vos calendriers pour être tranquille. Est-ce que vous pouvez tremper votre afficomane dans quelque chose? Non. Il faut que l'afficomane, encore une fois, ait ce goût de matzah. Important. Vous avez mangé votre afficomane, vous ne mangez plus rien derrière. Vous pouvez boire un thé, un café, de l'eau, mais pas quelque chose qui vous enivre. La nisette, whisky, j'allais dire whisky, mais on ne peut pas boire de whisky avec ça. Vous pouvez pas. Les seules choses que vous pourrez boire qui enivrent après, par contre, c'est le vin, parce qu'on n'a pas fini de les boire, le vin. Je vous rappelle qu'il nous reste 2 verres. Hein. Donc, vous avez fini votre afficomane avant Chatzot Laïla, vous ne mangez plus rien. Si vous avez faim, avant l'afficomane, mangez encore un bout de viande, un bout de poulet, un bout de ce que vous voulez. Vous sentez que, bracha, vous êtes, comme on dit, shebar, comme il faut. Vous mangez l'afficomane. Après ça, on ne mange plus rien, on pourra boire sans aucun problème. On continue, on va commencer le birkat Amazon. On va servir donc le 3e verre de vin.
à la fin du Birkat, on refera Boré Peri à Geffen. On va boire donc notre troisième verre à côté. D'accord. Et je répète, donc même les gauchers et les droitiers, c'est tous du côté gauche pour une question de santé. Parce que à droite, ça peut atterrir malheureusement dans le mauvais conduit. Ok. Donc j'ai fini mon troisième verre. Je verse mon quatrième verre. Je vais donc faire le Hallel en levant le verre. Si celui qui peut pendant le temps qu'il fait, c'est bien. Sinon, vous le levez au début, vous le posez à la fin. Vous buvez à la fin du Hallel votre quatrième verre et vous n'oubliez pas de faire Bracha Acharona. Pourquoi? Parce qu'au début, vous avez fait Kiddush. Super. Vous avez bu vos 2 verres de vin. Après, vous avez fait Birkat. Vous avez recommencé au troisième verre, vous avez fait Boré Peri à Geffen. Il faut faire Bracha Acharona pour les 2 derniers verres. Donc, on n'oubliera pas de faire ça à la fin. Et à la fin, on finit. Alors, il y a ceux, évidemment, Chad Gadia, Echad Elokenu. Dans Mota, une grande ségoulette de lire à la fin du Seder, pour ceux qui ont la force, Shira Shirim. C'est très puissant. Alors, en général, je sais qu'on est tous très fatigués. Même le Shulchan Aruch, il dit que quoi? Qu'il faut faire un moment, il faut étudier Atiarte Fenu Shena. Jusqu'à que tu t'écroules de fatigue, tu vas dormir. Alors, il y a même ça, il y a une condition, attention. À condition que ce soit un plaisir pour toi. Si tu es KO et que la Torah, elle est en train maintenant de t'écœurer parce que tu n'en peux plus, il n'y a pas de mitzvah d'étudier. Si tu prends des affaires, tu vas dormir. Mais si tu as un peu d'énergie, tu es en bon vibe, tu as un peu bu, les enfants ils sont contents, ta femme elle est contente, ça y est, le lachat il est passé, on a fait tout ce qu'il fallait, il n'y a pas eu de dispute, belle-mère, belle-fille, il n'y a pas eu d'incident, même si l'incident s'est remonté, ben, chante, raconte des divrei Torah, et dès que tu sens que tu es fatigué, au Hachem, vous avez fait la mitzvah. Mes amis, je vous souhaite à tous et à toutes, Pessar Kacher, Pessamea, je vous souhaite à la fête de la Géoula, que tous vos efforts soient récompensés, et rappelez-vous le mot d'or, le Shalom Baït avant tout, Chag Sameach à tous. אם לא נשכח תמיד להיות